Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa Dalloz, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours sur les formules annuelles et estivales de la Prépa Dalloz avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute. Raconte-moi un arrêt. Un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg, avec l'aide de Floriane Chéniaud. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous attaquer à 5 arrêts en même temps, une série de décisions prises le même jour par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 février 2004. Le sujet du jour concerne les divorces et particulièrement des divorces prononcés en Algérie et au Maroc dans le cadre d'une répudiation. La répudiation, c'est la possibilité pour l'un des époux, possibilité en pratique souvent exercée par l'homme, même si l'islam ouvre la possibilité pour chaque époux de le faire, de rompre unilatéralement le mariage. Dans nos affaires, les époux avaient demandé la répudiation de leur mariage en Algérie ou au Maroc et ensuite la reconnaissance de ce divorce en France. Ce sont des affaires qui s'inscrivent donc dans une question de droit international privé, c'est-à-dire une question de reconnaissance des décisions étrangères en France, autrement dit l'exéquatur de ces décisions. Pour en discuter, j'ai l'honneur d'accueillir Jacques Lemontet, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et à l'époque des faits, le président de la première chambre civile de la Cour de cassation. Bonjour Monsieur le Président et merci pour votre présence. Merci, oui, je l'écoute. Ma première question, Monsieur le Président, est assez factuelle. Je suis assez étonnée de l'existence de plusieurs décisions sur ce même sujet le même jour, même si je comprends qu'elles ont été jointes, puisque la solution rendue sera la même. Mais est-ce que cela veut dire qu'il y avait une pratique fréquente de ces répudiations suivie de demandes de reconnaissance en France à cette époque ? Alors, la raison essentielle de ce que nous avons voulu réunir plusieurs arrêts le même jour, c'était d'abord parce qu'effectivement, ce contentieux-là est récurrent devant la Cour depuis plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, mais surtout pour éviter d'avoir des décisions qui s'échelonnent dans le temps et qu'on pourrait considérer comme étant une jurisprudence en dehors de si. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous statuez dans un sens l'ADX et puis N plus 2, N plus 3, en rapprochant ces différentes décisions, vous pouvez dire, tiens, il y a une évolution, il y a un retour en arrière, il y a des restrictions. En bloquant plusieurs affaires le même jour, on évite cette jurisprudence en dents de scie, et on redonne une appréciation d'ensemble de la jurisprudence compte tenu de la variété des décisions qui y sont soumises. D'accord. Donc, ça assoit davantage l'autorité de ces décisions. D'accord, et ça reflète aussi une pratique un peu à l'époque où il y avait des demandes fréquentes de reconnaissance. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on aurait pu les juger séparément en 3 jours, 8 jours ou 3 semaines d'intervalle, si vous voulez. Sûr. Mais j'ai voulu, personnellement, c'était l'office de ma présidence, j'ai voulu qu'on les réunisse pour qu'on ait une vue unique, traduisant autant que faire se peut, la position de la Cour de cassation au travers de diverses situations de fait. Oui, et la solution que rend la Cour de cassation d'ailleurs en 2004 marque bien une évolution entamée depuis la loi du 11 juillet 1975 qui avait profondément alors réformé le divorce en France en introduisant la possibilité de ce divorce. Des consentements mutuels, absolument. Exactement, par consentement mutuel. Et pourtant, la répudiation ne rentre pas toujours dans cette catégorie, puisqu'elle peut être prononcée. Il y a des variétés de répudiation selon les pays. Les 2 principaux États qui étaient présents au travers des décisions, c'était l'Algérie et la France. Et si on remonte dans les arrêts antérieurs à 2004, on peut s'apercevoir, et la doctrine s'y est intéressée, qu'il y avait des divergences d'approche. Et on a pu même opposer des décisions les unes aux autres, mais en perdant de vue que la législation algérienne et la législation marocaine étaient quand même différentes à certains points de vue. L'Algérie était en avance par rapport au Maroc, en ce sens que dans le code de la famille algérien, la femme apparaissait n'était pas totalement exclue de la procédure entre guillemets de la répudiation. Alors qu'au Maroc, jusqu'à une date
relativement récente, la femme n'avait aucun rôle et subissait la pression de son mari par une demande purement unilatérale. Alors qu'en Algérie, il y avait une amorce de procédures contradictoires. Effectivement, et ce qui est intéressant dans ces arrêts de 2004, c'est que justement, la répudiation s'était faite dans l'opposition de l'épouse, qui n'était pas d'accord avec cette répudiation. Effectivement. Alors, dans le schéma le plus classique, le schéma était strictement suivant: un couple de Marocains vivant en France, au bout de plusieurs années, ayant des enfants en France, où le mari, prétextant en voyageant dans sa famille au Maroc l'été, part au Maroc, obtient immédiatement du cadi local ou d'un juge local une répudiation unilatérale qui lui permet de se remarier sur place. Et ensuite, il revient en France pour demander l'exécution de cette décision pour obtenir, je sais pas quoi, des avantages pécuniaires sur la pension, enfin, etc. D'accord. Voilà le schéma classique. Le mari profite d'un séjour au Maroc pour obtenir une décision qui est frauduleuse. Donc en l'absence de son épouse. Et alors avant ces arrêts de 2004, donc la répudiation était en général traitée comme intervenue par consentement mutuel, donc même lorsque ce consentement n'était pas nécessaire. Selon les cas, effectivement, dans les décisions qui nous étaient soumises, il apparaissait que la femme la femme n'avait jamais l'initiative de la répudiation, mais peu importe. Et si elle apparaissait dans la procédure devant le juge local pour se défendre et pour en tout cas obtenir de lui des avantages, des indemnisations pécuniaires, on pouvait considérer que ça valait à peu près en gros un consentement mutuel accepté, enfin un peu forcé. Et là, l'ordre public international pouvait tolérer ce genre de décision, étant moins restrictif que l'ordre public interne. Mais justement, c'était un effet un peu atténué de cet ordre public international. Et rappelons quand même que l'idée de l'ordre public international, c'est d'empêcher la perturbation que risque de produire l'application ou la reconnaissance d'une décision étrangère, dont le contenu heurterait les conceptions de l'ordre juridique français. Et donc, c'est effectivement cet ordre international, cet ordre public international, qui va intervenir en 2004. Juste pour nous expliquer un petit peu mieux, vous, à l'époque, vous étiez donc président de chambre. Quel était votre rôle en tant que président de chambre ? Est-ce que c'est dialoguer avec les autres présidents de chambre, par exemple ? Non. Ces affaires-là n'ont intéressé que la chambre civile et aucun autre président ni aucune chambre ne sont intervenus. Ce ne sont pas des arrêts rendus en chambre mixte. C'est un arrêt de la première chambre civile. Et le travail essentiel est fait par le rapporteur. Au départ, lorsque le pourvoi arrive dans la cour, le président désigne parmi les conseillers un rapporteur. Et c'est lui qui est chargé, après étude du dossier, de la doctrine, des approches sociologiques et autres, c'est lui qui est chargé de présenter, avec un rapport, une ou plusieurs solutions possibles. Un projet de rejet ou un projet de rejet du pourvoi ou un projet de cassation. Donc c'est le rapporteur qui en principe est désigné en fonction de ses compétences spéciales, qui est le pivot de la Chambre. Désigné par le président de chambre. Alors le président de chambre a une importance dans la mesure où il désigne un rapporteur, donc le choix n'est pas toujours neutre, mais c'est le rapporteur qui a la charge de présenter à la Chambre une ou plusieurs solutions. D'accord. Et le président ne fait que distribuer la parole en audience publique, et son opinion n'a pas valeur prépondérante sur celle des autres conseillers. D'accord. Merci pour ces précisions, Monsieur le Président. Alors, au sujet donc de ces arrêts de 2004, pour soulever la question de l'ordre public international dans un cadre d'exéquature, il faut donc qu'il y ait un conflit entre les normes de l'autre pays et les normes françaises, puisque les règles étrangères vont être finalement mises de côté. Oui. Autrement dit, dans notre situation, le divorce prononcé en Algérie et au Maroc ne pourra pas alors avoir d'effet en France. Non. Et avant 2004, c'est ce qui change avec cette série de décisions, donc l'ordre public avait un effet atténué, comme on l'a dit. Mais les requérants avaient d'ailleurs formé un recours à l'encontre du refus de reconnaissance de l'exéquature, car pour eux, seule la fraude aurait pu empêcher la reconnaissance de ce divorce acquis, ce que refusent les cours d'appel et que la Cour de cassation vient donc confirmer en rejetant les pourvois. Et alors, il faut préciser qu'en 1988 est entré en vigueur le protocole 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, un protocole qui ajoute des droits humains, dont l'article 5 qui prévoit l'égalité entre époux.
Et dans cet article, il est prévu donc que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux pendant le mariage et lors de sa dissolution. Et ce concept d'égalité entre époux intègre donc l'ordre public international et peut être à l'origine d'un refus de reconnaissance d'une décision étrangère de répudiation. Et alors, Monsieur le Président, justement, pour vous, est-ce que ce nouveau protocole a une influence déterminante sur la solution ? Oui, elle en a une parce que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce protocole, on pouvait refuser l'exéquatur par l'invocation de l'ordre public international, mais en affirmant simplement que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international, en ce sens que elle était contraire à notre conception de la civilisation en France. En gros, très gros. Mais avec l'entrée en vigueur de ce protocole, on a trouvé un texte sur lequel s'asseoir qui était beaucoup plus judicieux, à savoir l'ordre public international intègre le respect, même dans le pays d'origine, des rapports égalitaires entre les époux. Donc plutôt que d'affirmer que l'ordre public international était contraire à une conception française de l'institution correspondante, là on s'assoyait sur un texte international assurant l'égalité des époux et sans force intégrante de l'ordre public international. Autrement dit, l'ordre public international, c'est intégrer le respect des droits fondamentaux que la France doit faire respecter en France, même lorsqu'il s'agit d'une décision d'origine d'un pays qui n'est pas membre de ce protocole. Oui, et d'ailleurs, l'année suivante, en 2005, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la jurisprudence française en matière de répudiation est conforme aux droits garantis par la Convention. Concrètement, une femme avait déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2001, et suite aux décisions de 2004 de la Cour de cassation, elle avait demandé finalement la radiation du rôle de l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc finalement, la Cour de cassation a ensuite, en 2013, confirmé que la dissolution d'un mariage par la volonté unilatérale d'un des époux, donc par répudiation, ne pouvait être reconnue, notamment à cause de cet article 5 du protocole 7. Vous m'apprenez quelque chose parce que j'ai pris ma retraite en 2004, il y a 17 ans, et je me suis totalement désintéressé du droit et de la justice en cette matière. Et alors, j'apprends par votre intermédiaire que je n'ai pas été désavoué de... Tant mieux, mais en tout cas... Ça arrive souvent lorsque un président a une forte influence dans sa chambre. Il arrive très souvent qu'il y ait un reflux lorsqu'il part en retraite et que ceux qui étaient minoritaires reprennent du poil de la bête et essayent de faire passer une solution différente. Alors j'aperçois que là, mes successeurs auraient été dans la même ligne. Effectivement, donc en 2013, tout cela a été confirmé. Mais en tout cas, merci, Monsieur le Président, d'avoir... quelque chose. Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir témoigné de ces affaires de 2004. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des Surligneurs.